L'assignation à résidence était censée protéger l'écolière rebelle des ennuis. Au lieu de cela, ce fut son dernier jour. Son corps a été retrouvé 24 heures plus tard, à 30 km de chez elle. Il n'y avait presque aucune trace. En revanche, un suspect a été identifié, mais il nie toujours sa culpabilité, malgré une condamnation à perpétuité. La crise d'adolescence peut transformer la vie des parents en un véritable cauchemar. Les disputes, l'insubordination, les conflits incessants épuisent n'importe qui. Parfois, les mesures éducatives ne se déroulent pas comme prévu. Mais est-ce une raison pour tuer? Surtout quand les preuves soulèvent autant de doutes, comme dans cette histoire. Le 19 septembre 1981, dans la banlieue de Phoenix appelée Mesa, naquit Johnny Gamble, État de l'Arizona, États-Unis. Elle était le deuxième enfant de la famille. Son frère aîné, Jaron, était né 2 ans plus tôt. Au moment de la naissance de la fillette, le mariage de ses parents battait déjà de l'aile. La relation se détériorait de jour en jour. Ceux qui connaissaient la famille dirent plus tard que l'atmosphère à la maison était pesante. Le divorce eut lieu avant même que la petite n'ait 1 an. La fille resta avec sa mère. Le père biologique disparut tout simplement de leur vie, comme s'il s'était volatilisé. Quelque temps plus tard, la mère de la jeune fille se remaria. Son élu était un homme nommé Douglas Mousser. Il se révéla être un homme de famille fiable, sur qui l'on pouvait compter. Sans hésiter, il accepta le rôle de père pour le fils et la fille de sa nouvelle épouse, Cathy. À ce moment-là, les enfants avaient 2 et 4 ans. Douglas s'entendait facilement avec les deux. Dès leur plus jeune âge, le garçon et la fille le considérèrent comme leur vrai père. Les voisins racontèrent plus tard que la famille semblait exemplaire. Pendant ce temps, le père biologique ne s'intéressait presque pas à leur vie. Il avait fondé une autre famille. Il appelait rarement. Il venait encore plus rarement. Douglas, Cathy et les enfants étaient constamment ensemble. Entre le beau-père et Jenny se noua un lien indiscernable de celui d'un vrai père et de sa fille. Lorsque la fillette eut 8 ans, toute la famille déménagea. Pour le travail du chef de famille, ils s'installèrent à Modesto, en Californie, une petite ville dans la vallée centrale. Ils s'y installèrent dans une maison individuelle, dans une rue calme. Cathy trouva un emploi de monitrice d'aérobic dans le centre de fitness local. Douglas travaillait dans un laboratoire. L'organisation se distinguait par un système de sécurité des plus stricts. Des recherches importantes y étaient menées. Contrôle d'accès, caméra à l'entrée, gardien vérifiant chaque personne. Le haut niveau de responsabilité était compensé par un bon salaire. Pendant de nombreuses années, les Mousser vécurent tranquillement et heureux. Une famille américaine ordinaire de la classe moyenne. Mais tout changea lorsque les 2 enfants entrèrent dans l'adolescence. Jaron commença à déraper. Il se mit à boire et même à vendre des substances illicites. Mais pour le reste, il se tenait tranquille. Il ne volait pas, ne commettait pas d'infractions graves. Il restait dans l'ombre. Jeunet se tenait à l'écart de la criminalité, peut-être en raison de son âge. En revanche, son caractère changea plus fortement que celui de son frère. Elle se transforma en une fille insolente et agressive, l'adolescente rebelle classique. Au début, la mère et le beau-père tentèrent de gérer la situation seuls. Ils discutaient, punissaient, essayaient de la raisonner. Peu à peu, il devint clair qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir sans l'aide de spécialistes. Après plusieurs visites chez un psychologue, on diagnostiqua chez la jeune fille un trouble oppositionnel avec provocation. Le nom de ce trouble décrivait parfaitement son comportement. Elle perdait constamment le contrôle d'elle-même, éprouvait une colère et un ressentiment sans cause. Elle était colérique, hostile. Elle provoquait intentionnellement son entourage, s'efforçant délibérément d'irriter tout le monde. Le psychologue expliqua aux parents que c'était un trouble, que l'enfant avait besoin d'une thérapie. Mais la thérapie n'aidait pas.
Malgré le traitement, Genet continuait de se disputer constamment avec ses parents. Il faut se rappeler que les faits se déroulaient dans les années 90, où les approches éducatives différaient de celles d'aujourd'hui. La clinique n'aidait pas à gérer l'adolescente, et les parents recouraient souvent aux punitions. La vieille école. En réponse, la jeune fille commença à fuguer. Chaque fois, on la retrouvait chez des amis, et tout se terminait par une assignation à résidence, interdiction de sortir, interdiction d'utiliser le téléphone, au point que la punition devint quelque chose d'habituel pour l'écolière, un état normal. Cependant, cela n'avait que peu d'influence sur son comportement. Le cercle vicieux était bouclé. Le samedi matin du 14 octobre 1995, Cathy se préparait à aller travailler. Elle devait animer une autre séance d'aérobic. Elle se leva tôt, prit son petit déjeuner, mit sa tenue de sport. Avant de partir, la mère passa dans la chambre de sa fille pour lui dire au revoir et lui rappeler son assignation à résidence. Il était interdit à Genet de quitter la maison et même d'utiliser le téléphone. La jeune fille était allongée dans son lit. Elle regarda sa mère, hocha la tête, ne dit rien. Ce jour-là, elle devait rester seule. Son frère aîné ne rentrerait qu'après le déjeuner et son beau-père partirait travailler. Il se rendait au laboratoire environ une demi-heure après sa femme. Il n'y avait personne pour surveiller la rebelle. Les parents comprenaient que leur fille pourrait profiter de la situation. Ils l'avaient prévenue, une fugue ne ferait qu'aggraver sa situation et renforcer la punition. La jeune fille écoutait en silence, regardait ailleurs. Vers 13 heures, Cathy rentra à la maison. L'entraînement s'était déroulé comme d'habitude. Elle était fatiguée, mais de bonne humeur. Elle s'approcha de la porte d'entrée et découvrit quelque chose d'étrange. La porte était verrouillée de l'intérieur. Cela l'alerta immédiatement, car personne dans la famille ne s'enfermait à clé pendant la journée en étant à la maison. Ce n'était pas leur habitude. La femme supposa aussitôt que sa fille avait de nouveau fugué. Si Genet avait été à la maison, la porte serait restée ouverte. Elle sortit ses clés, ouvrit la serrure, entra. Une fois dans l'entrée, la mère vérifia d'abord son hypothèse. Elle fit le tour de la maison, regarda dans la chambre de sa fille, vide. Elle vérifia la salle de bain, la cuisine, le salon. Sa fille n'était nulle part. Genet n'avait laissé aucune note, elle s'était simplement volatilisée. À part la porte verrouillée, Cathy ne remarqua rien de suspect. La maison était en ordre, aucun signe de lutte ou de désordre. Elle pensa que sa fille était de nouveau partie chez des amis, une habitude. Elle n'y accorda pas une grande importance, pensant que la jeune fille reviendrait bientôt. Elle reviendrait et se ferait encore une fois sermonner. Dans les années 90, les téléphones portables n'étaient pas encore courants. Il était impossible de contacter Genet instantanément pour savoir ce qui s'était passé. La femme attendit, s'assit sur le canapé, regarda la télévision. Mais sa fille n'apparut pas et n'appela pas depuis le téléphone de quelqu'un d'autre. Le temps passait. Cathy commença à s'énerver. Elle fit le tour des voisins les plus proches. Frappa aux portes. Demanda s'ils n'avaient pas vu la jeune fille. Personne ne l'avait vue. Elle se rendit à plusieurs maisons où vivaient les amis de sa fille. À sa grande surprise, la jeune fille n'était nulle part. De plus, personne ne l'avait vue dans la rue depuis le matin. Pendant toute la période précédant le retour de la mère, rien d'inhabituel ne s'était produit. Un samedi tranquille dans un quartier résidentiel. La femme dut rentrer bredouille. C'est à ce moment que Cathy commença à s'inquiéter sérieusement. Mais elle essayait de chasser les mauvaises pensées. La fille se promenait simplement quelque part. Elle reviendrait bientôt. Quelques heures plus tard, Douglas et leur fils Jaron rentrèrent. Cathy leur raconta immédiatement ce qui s'était passé. Sa voix tremblait. Les parents décidèrent de fouiller les environs. L'homme et l'adolescent partirent vérifier les endroits que Genet fréquentait le plus souvent. Le centre commercial, le parc, les maisons d'amis. Cathy resta à la maison, prévoyant d'accueillir sa fille et de lui passer un savon. Elle s'assit près du téléphone, attendit un appel. Pour ne pas perdre de temps, elle rappela tous les amis et amies dont elle connaissait les numéros. Elle composait le numéro
attendait une réponse, posait toujours la même question. À sa grande surprise, personne n'avait vu Jenny ce matin-là. Pendant les recherches, la situation n'avait pas changé. L'écolière n'était apparue chez personne. Tout semblait de plus en plus inquiétant. Le soleil se couchait. Le soir venu, Douglas et Jaron revinrent les mains vides. La jeune fille de 14 ans était introuvable. Toutes ses connaissances, rencontrées en chemin, n'avaient rien de nouveau à signaler. La famille se regarda. Ils restèrent silencieux un moment. Ils décidèrent qu'il était temps de contacter la police. Malgré l'heure tardive, les forces de l'ordre prirent la situation au sérieux. Une jeune fille de 14 ans, disparue depuis une journée entière. Ils lancèrent immédiatement une opération de recherche. Cathy était très inquiète. Elle ne put s'endormir que tard dans la nuit, allongée dans son lit, regardant le plafond, écoutant si le téléphone allait sonner. Le lendemain matin, le 15 octobre 1995, toute la famille fut réveillée par un appel téléphonique. Brusque, insistant. La mère se précipita vers le combiné dans l'espoir d'entendre que Jenny avait été retrouvée vivante. Elle attrapa le combiné, retint son souffle. Au lieu de cela, un inspecteur l'informa qu'au petit matin, à 30 km de la ville, le corps nu d'une adolescente avait été découvert. Sa voix était calme, professionnelle. Elle avait été jetée dans un fossé près d'un massif forestier. La cause de la mort était la strangulation. La femme sentit ses jambes se dérober sous elle. Les policiers tentaient d'établir l'identité de la victime et avaient examiné toutes les déclarations de personnes disparues. L'une des premières qu'ils trouvèrent fut celle de Cathy et Douglas. On leur demandait maintenant de venir à la morgue pour l'identification, immédiatement. Pendant tout le trajet, la femme priait pour que ce ne soit pas sa fille. Assise dans la voiture à côté de Douglas, regardant par la fenêtre. Ses lèvres remuaient, ses mains serraient son sac. Mais à la morgue, les parents virent ce qu'ils craignaient le plus. Devant eux se trouvait le corps de Jenny, âgée de 14 ans. Cathy s'approcha, regarda, se détourna, se couvrit le visage de ses mains. Douglas se tenait à côté, regardait le corps de sa belle-fille, se taisait. Il fit un signe de tête à l'inspecteur. Oui, c'était elle. Après l'identification officielle, les inspecteurs commencèrent l'enquête. On proposa aux parents de s'asseoir, des verres d'eau, des mouchoirs. À ce moment-là, il était déjà clair que la jeune fille n'était pas morte de cause naturelle. Certains détails étaient évidents d'emblée. Par exemple, le crime n'était pas lié à un viol. Malgré l'absence de vêtements, aucune trace caractéristique de violence sexuelle n'a été trouvée. Le corps était propre, ce qui indiquait qu'il avait été déplacé. La peau avait été lavée. Aucune trace de saleté ou de poussière. La jeune fille avait probablement été tuée ailleurs, puis simplement jetée dans le fossé pour détruire les preuves. Il n'y avait aucune blessure de défense sur l'adolescente. Les mains étaient propres, les ongles intacts. Elle ne s'était pas débattue, ou n'en avait pas eu le temps. Cependant, le médecin légiste remarqua des marques étranges sur la partie supérieure de ses jambes. D'après leur structure, elles étaient apparues après la mort, suite à une pression prolongée. L'expert examina longuement ces marques, les photographia, prit des mesures. Malheureusement, il ne fut pas possible de déterminer et de comprendre leur origine immédiatement. Quelque chose avait exercé une pression sur le corps après la mort. Mais quoi exactement? C'était un mystère. Le corps fut examiné minutieusement, ainsi que le fossé et ses environs. Les inspecteurs passèrent la zone au peigne fin. Ils cherchèrent des vêtements, des indices, des traces de pneus. Cela ne donna aucun résultat qui aurait pu orienter l'enquête. Le fossé était vide. Le sol alentour était dur, presque aucune trace. La recherche du meurtrier commença par la collecte d'informations auprès des proches et de toutes les connaissances de la victime. Le jeudi 19 octobre 1995, le corps de l'écolière fut enterré. Initialement, la famille avait prévu d'organiser une cérémonie d'adieu traditionnelle, costume noir, cercueil fermé, église. Cependant, ils parlèrent beaucoup avec l'entourage de Jenny. Sa meilleure amie, Sarah, dit que la défunte détestait voir les gens être tristes.
Ce n'était pas dans son caractère. L'écolière aimait quand tout le monde s'amusait, même dans les moments tragiques. C'est pourquoi les parents décidèrent d'organiser un événement moins funeste. Ils réunirent les proches et les amis de Jenny dans la cour de la maison, une sorte de pique-nique. Ils installèrent des tables, apportèrent de la nourriture. Les gens se tenaient en petits groupes, parlaient à voix basse. Bien sûr, tout le monde était triste, exprimait ses condoléances et espérait que le criminel serait bientôt puni. Mais l'atmosphère était plus légère que lors de funérailles habituelles. Pendant ce temps, les forces de l'ordre tentaient de trouver la moindre piste. Faute d'informations, ils commencèrent à élucider les circonstances du matin où la jeune fille avait disparu de la maison et avait été tuée. Ils reconstituèrent la chronologie, minute par minute. Malgré l'interdiction de sa mère, il s'avéra que Jenny avait passé plusieurs appels téléphoniques. Les inspecteurs examinèrent les relevés téléphoniques. Le dernier fut une conversation avec sa meilleure amie, Sarah. Elle n'était pas seulement sa meilleure amie, mais aussi sa camarade de classe, la personne la plus proche de Jenny. Lorsque les policiers s'entretinrent avec la jeune fille, elle confirma l'appel du matin. Elle était assise dans le salon de sa maison, nerveuse, faisant tourner un verre d'eau entre ses mains. D'après l'heure, cela s'était produit presque immédiatement après le départ de Douglas pour le travail. Sarah raconta que la conversation avait été ordinaire, un bavardage typique d'adolescente. Jenny se plaignait de sa punition, promettait de convaincre ses parents de la laisser venir chez elle dans la journée. Sa voix était normale, pas effrayée. Cependant, l'écolière nota un détail étrange. Au milieu de la conversation, Jenny raccrocha brusquement, sans même dire au revoir, juste un clic, puis le silence. Cela parut inhabituel. Après ça, Jenny ne la rappela même pas, alors qu'elle se rappelait toujours. Selon Sarah, c'était lié à sa punition. Elle supposa que l'un de ses parents était rentré à la maison, à l'improviste. La jeune fille ne voulait pas que sa mère ou son père la surprennent en train d'enfreindre l'interdiction. C'est pourquoi elle avait raccroché brusquement. Sarah attendit simplement un nouvel appel. Elle attendit 1 heure, puis 2, puis elle oublia. Après cela, les inspecteurs se rendirent au domicile de la famille. Ils l'inspectèrent, firent le tour de toutes les pièces. Ils examinèrent particulièrement attentivement la chambre de la victime. Une chambre d'adolescente typique. Des posters au mur, des vêtements éparpillés. Le lit n'était pas fait. Rien de compromettant n'y fut trouvé non plus. Il n'y avait aucune trace de lutte dans la maison. Les meubles étaient à leur place. Rien n'était cassé. Mais le journal intime de Jenny tomba entre les mains des inspecteurs. Il était sur la table de chevet près du lit. Il y avait une entrée datant du matin du meurtre. La victime se plaignait de la sévérité de sa mère et de son beau-père. L'écriture était négligée, rapide. Les entrées des 6 derniers mois avant la tragédie se révélèrent bien plus intéressantes. Les inspecteurs tournèrent les pages, lurent. Elle y parlait de son attirance pour 2 garçons. L'un, un camarade de son âge, 14 ans, de sa classe. L'autre, un jeune homme de 18 ans. C'est ainsi que les inspecteurs eurent leurs 2 premiers suspects principaux. Les 2 jeunes hommes furent rapidement retrouvés, amenés pour interrogatoire. Après avoir parlé avec le camarade de classe, ils comprirent qu'il n'était pas impliqué dans le meurtre. Il avait un alibi, confirmé par plusieurs témoins. Il était au travail. Plusieurs personnes l'avaient vu. Le second jeune homme n'était même pas au courant des sentiments de Jenny. Il était assis en face des inspecteurs. Il avait l'air déconcerté. Elle l'avait vu plusieurs fois dans le centre commercial local et en était simplement tombée amoureuse, bien qu'il n'ait jamais parlé ni eu de contact. Un béguin unilatéral d'adolescente. Les dires du jeune homme furent également rapidement confirmés. Comme prévu, le médecin légiste ne trouva aucune trace de viol. La jeune fille avait peut-être été déshabillée intentionnellement pour brouiller les pistes, détourner l'attention. On supposa qu'il s'agissait d'un meurtre commis dans un accès de colère. De plus, les vêtements manquants pouvaient indiquer une tentative de dissimuler les traces du criminel. Le meurtrier avait emporté les vêtements avec lui. Il est possible que des indices s'y soient trouvés.
Il était probablement intelligent ou avait déjà une expérience criminelle. Il savait ce que les inspecteurs regarderaient en premier. Compte tenu de ces circonstances, ils se concentrèrent sur l'entourage immédiat de Johnny. Le meurtrier avait non seulement réussi à se débarrasser de tous les indices, mais il connaissait aussi très bien l'emploi du temps de la famille. Trop bien. Il savait que les parents partiraient ce jour-là, que le frère ne serait pas là non plus, et que la jeune fille resterait seule. Il savait à quelle heure. C'était quelqu'un de proche. Cathy travaillait comme monitrice d'aérobic, en contact avec un grand nombre de personnes, des dizaines d'élèves chaque jour. Cela permit de confirmer rapidement son alibi et de l'exclure de la liste des suspects. Elle était au travail, de nombreux témoins. L'attention se tourna ensuite vers le beau-père. On découvrit qu'au cours des 12 dernières années, il s'était beaucoup rapproché de la victime. Ils avaient une relation chaleureuse, ce que confirmaient tous ceux qui connaissaient bien la famille. Les voisins, les professeurs, les amis de la famille. Lorsque les inspecteurs le rencontrèrent, il était évident qu'il vivait difficilement cette perte. Il était assis à une table dans la salle d'interrogatoire, le regard dans le vide, les yeux rouges. L'homme n'avait aucun antécédent judiciaire, pas une seule infraction. Il semblait être un suspect peu probable, mais la procédure standard exigeait une vérification. Douglas déclara que le matin du meurtre, il était au travail. Il avait quitté la maison peu après son épouse. Une journée de travail ordinaire. Quand il avait quitté le domicile familial, Johnny était dans sa chambre et faisait le ménage. Il l'avait vue vivante pour la dernière fois. Il affirma être arrivé au laboratoire pour quelques heures et avoir accompli ses tâches habituelles pendant son service de jour. Un samedi ordinaire. Travail, documents, analyse. Quand les policiers commencèrent à vérifier son alibi, ils se tournèrent d'abord vers les caméras du laboratoire. Un site sécurisé, des caméras partout. À leur grande surprise, ils ne purent confirmer les dires de Douglas. Le service de sécurité informa que ce samedi-là, les caméras ne fonctionnaient pas. Une panne technique. Une panne très commode. Ses collègues ne l'avaient pas remarqué non plus sur son lieu de travail. Personne ne se souvenait d'avoir vu Douglas ce jour-là. La déclaration du gardien de sécurité se révéla encore plus suspecte. Il était assis en face des inspecteurs, parlait avec assurance. Il rapporta qu'il n'avait pas vu Douglas de toute la journée. Et il remarquait toujours qui entrait et sortait, c'était son travail. Quand on interrogea l'homme à ce sujet, il fut très embarrassé. Son visage rougit. Mais il considérait cela comme un malentendu. Peut-être que le gardien ne l'avait tout simplement pas remarqué, ça arrive. Cependant, il fut incapable de dire comment s'appelait le gardien de service ce samedi-là, comme s'il ne l'avait jamais vu. Pourtant, en arrivant pour son service, il aurait inévitablement dû le croiser, présenter son badge, signer le registre. Il s'agissait en effet d'une organisation sécurisée, avec un contrôle strict. Personne ne pouvait entrer comme ça. Cela paraissait étrange. Les inspecteurs échangèrent un regard. Les soupçons contre le beau-père se renforcèrent. Cependant, l'homme ne baissa pas les bras. Il se pencha en avant, se souvint un détail. Il raconta que pendant sa pause déjeuner, il était allé dans un fast-food près du laboratoire. Il avait commandé un hamburger, des frites, un café. Les inspecteurs décidèrent de vérifier cette déclaration et se rendirent à l'établissement. Curieusement, la vérification des caméras de surveillance ne donna aucun résultat ici non plus. Le gérant écarta les bras. Ce fut une coïncidence très malheureuse. Au fast-food, ce jour-là, les caméras ne fonctionnaient pas non plus. Encore une panne technique. Ainsi, le beau-père de Jenny avait deux alibis, et aucun des deux n'a pu être confirmé. De plus, l'homme était la dernière personne à avoir vu l'écolière vivante avant de quitter la maison. Les inspecteurs établirent une chronologie. Tout l'accusait. Ces circonstances renforcèrent les soupçons. Les policiers se concentrèrent sur la recherche de preuves de l'implication de Douglas dans le meurtre de l'adolescente. À ce stade, il n'y avait toujours pas de preuves solides liant Douglas au meurtre. Sur le corps de la victime, on n'a trouvé ni cheveux, ni traces d'ADN de l'agresseur, ni ses vêtements. Propres. Le beau-père n'avait pas de blessure.
Pas d'égratignure, pas d'échymose. D'ailleurs, il n'y avait pas non plus de traces de lutte sur Jenny. Ils obtinrent un mandat pour fouiller la voiture de l'homme. Les inspecteurs examinèrent minutieusement le véhicule. Dans le coffre et l'habitacle, ils ne trouvèrent rien non plus. Vide. Cependant, les inspecteurs découvrirent un détail important. Peu avant la vérification, la voiture avait été soigneusement lavée. Douglas affirma qu'il était allé au lave-auto après le travail. C'était une habitude pour lui. Chaque samedi. Une routine. Les inspecteurs pensèrent qu'il aurait pu ainsi détruire des preuves, du sang, des fibres, n'importe quoi. Dans une tentative désespérée de trouver la moindre information, ils vérifièrent les sculptures des pneus et le dessous de la voiture. Ils soulevèrent la voiture sur un pont élévateur, examinèrent chaque centimètre. La seule chose qu'ils réussirent à trouver fut une matière végétale jaunâtre, collée au châssis. Quelques petits morceaux. Quand elle fut montrée à des spécialistes indépendants, les pétales furent identifiés comme étant du chardon étoilé. L'expert examina attentivement les échantillons au microscope. Pour l'analyse, ils firent appel à des spécialistes en botanique de l'université locale. Ils expliquèrent que cette plante se trouve principalement dans les pâturages, les prairies sèches, les champs abandonnés. Il était peu probable qu'elle ait pu se retrouver sous une voiture si Douglas n'avait pas quitté la ville et ne s'était pas retrouvé dans une prairie près d'une forêt ou d'une zone marécageuse. Et il affirmait n'être allé qu'au travail et au restaurant. Lorsque les inspecteurs retournèrent sur le lieu de la découverte du corps de Johnny, ils trouvèrent sans difficulté du chardon à cet endroit. Il poussait partout, des fleurs jaunes épineuses. Cependant, ce n'était pas une preuve à 100% de la culpabilité de l'homme. En Californie, cette plante est assez répandue. Elle couvrait environ 7% du territoire de l'État. L'homme lui-même était loin d'être un botaniste. Il haussa les épaules. Il supposa que la plante aurait pu se retrouver sur la voiture par hasard lors de ses trajets vers le laboratoire et retour. Peut-être avait-il roulé dessus quelque part, sans le remarquer. Cependant, après avoir inspecté les environs de son lieu de travail, ils arrivèrent à la conclusion que cette plante ne poussait pas ici, pas du tout. Bien que le chardon ne semblât pas être une preuve particulièrement convaincante, les inspecteurs ne firent que se conforter dans l'idée que Douglas était responsable de la mort de Johnny. Naturellement, il fallait quelque chose de plus solide pour le lier au crime. Il fallait des preuves directes. Comme il n'y avait pas d'autres pistes, une analyse aussi approfondie que possible était nécessaire. Il voulait faire coïncider les plages horaires ou déterminer la zone de répartition exacte des fleurs provenant du dessous de la voiture du principal suspect. Lier la plante à la scène de crime. Ils prirent des échantillons et se rendirent chez le plus grand spécialiste de l'État en matière de plantes qui travaillait à l'université locale, un professeur. De nombreuses années d'expérience. Il utilisa des méthodes de recherche complexes, étudia les stades de développement de la plante, analyse microscopique. Cela permit de découvrir que le chardon de la voiture se trouvait au même stade de développement que les plantes sur le lieu de la découverte du corps. Même stade de floraison, même structure. Il semblait que Douglas avait été sur les lieux du crime. Sa voiture y était allée. Cela renforça encore plus les soupçons à l'encontre de l'homme. Les inspecteurs continuaient de monter leur dossier contre le beau-père de la défunte. Ils voulaient maintenant déterminer la nature des marques suspectes sur les jambes de Jenny. Ces marques étranges qui avaient été remarquées dès le premier examen du corps. Selon les experts, elles auraient pu apparaître suite à une pression prolongée exercée par un objet étranger, quelque chose de lourd, de dur. La nature des marques indiquait qu'elle les avait reçues après sa mort, probablement pendant que le corps était transporté hors de la ville, en voiture ou ailleurs. L'un des médecins légistes qui travaillait sur le corps de l'adolescente analysa longuement les traces, assis dans son laboratoire, examinant les photos, prenant des mesures, jusqu'à ce qu'il ait une révélation. Elle ressemblait à la partie supérieure d'une boucle de ceinture de sécurité de voiture. La forme coïncidait.
Après lui, plusieurs autres experts travaillèrent sur ces marques, une expertise indépendante. Ils créèrent même un modèle tridimensionnel qui confirma leurs suppositions. La modélisation informatique montrait une correspondance parfaite. Le fait que plusieurs experts indépendants soient parvenus à la même conclusion parut aux inspecteurs être une preuve convaincante que le corps avait été déplacé en voiture, à l'arrière de l'habitacle, attaché par une ceinture. Après cela, la voiture de Douglas fut de nouveau utilisée pour des tests. Cette fois, il voulait reconstituer les événements pour comprendre comment de telles traces avaient pu apparaître. Les inspecteurs se tenaient autour de la voiture, discutaient, vérifiaient différentes options. Ils utilisèrent un mannequin de taille et de poids approximativement similaires à ceux de Jenney. Il est à noter que l'homme conduisait une voiture à haillons, dont l'un des sièges arrière était cassé. Il ne se rabattait pas. Ainsi, ils ne trouvèrent qu'une seule façon de positionner le corps pour qu'il porte de telles marques. La victime aurait été placée à l'arrière, dans le coffre, et les ceintures auraient été utilisées pour l'immobiliser fermement par-dessus. Selon les hypothèses des médecins légistes, le corps aurait dû rester immobile pendant au moins 15 minutes, et pendant tout ce temps être fermement pressé par la ceinture de sécurité. Pression, poids. Plusieurs experts indépendants analysèrent par la suite ces marques, comparant le résultat de la reconstitution avec les traces sur le corps de l'écolière décédée. Les experts étaient certains, elles étaient identiques, une correspondance exacte. Cette conclusion mit un point final à l'enquête. Il ne restait plus qu'à convaincre les jurés de la culpabilité de l'homme, assembler toutes les pièces du puzzle. Il fallut près de 2 ans aux forces de l'ordre pour réunir les 2 preuves clés, le chardon et les marques de ceinture. Un travail lent, des expertises, des analyses. Douglas Mouser fut arrêté en 1997. L'homme fut accusé de meurtre au premier degré. Toute la famille était sous le choc. Cathy pleurait, Jérôme se taisait. Il niait sa culpabilité et même des heures d'interrogatoire sous pression ne parvinrent pas à le faire craquer. Assis dans la salle d'interrogatoire, répétant la même chose, « Je suis innocent ». Cependant, les inspecteurs n'avaient aucun doute sur sa culpabilité. Pour eux, tout était clair. L'accusation avait sa propre version des faits. Elle construisit une chaîne logique claire. Un des proches du beau-père raconta que la veille du meurtre, Douglas s'était violemment disputé avec sa belle-fille à cause d'une nouvelle désobéissance. Des voix fortes, une porte qui claque. Le procureur pensait que le beau-père avait attaqué Jenney dans un accès de rage, en rentrant à la maison et en découvrant qu'elle parlait au téléphone avec son ami malgré l'interdiction. L'homme était exaspéré par son insubordination, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dans un accès de rage, il l'aurait frappé et aurait commencé à l'étrangler, les mains sur sa gorge. Il n'y avait pas de trace de lutte, car l'écolière avait perdu connaissance dès le premier coup. Elle ne s'y attendait pas, n'avait pas eu le temps de réagir. Quand Douglas se calma et réalisa ce qui s'était passé, il prit peur, panique. Que faire? Il risquait une accusation de maltraitance d'enfant. De plus, il tenait à son travail, une organisation sécurisée, un haut niveau d'habilitation. Au moindre soupçon, il perdrait un poste avantageux et un salaire décent. Le parquet considérait qu'en pesant ces faits, le beau-père avait décidé qu'il était plus simple de finir ce qu'il avait commencé et de se débarrasser de la jeune fille que d'essayer de la sauver. Un calcul de sang-froid. Dès le début, l'avocat était convaincu que cette théorie était tirée par les cheveux. Debout dans la salle d'audience, gesticulant, cela semblait peu convaincant même malgré les preuves recueillies. Des preuves indirectes, rien de direct. Tout ce que l'accusation avait, c'était le témoignage de Sarah, qui avait parlé avec son amie vraisemblablement avant l'agression. Mais elle non plus n'avait pas entendu pourquoi la conversation s'était interrompue. Le téléphone était simplement devenu silencieux. L'amie ne pouvait pas confirmer que c'était bien le beau-père qui était rentré à la maison. Cela aurait pu être n'importe qui. Mais même ce point fut analysé par le procureur au tribunal, logiquement, séquentiellement. Selon lui, si un inconnu que Jenney ne connaissait pas était entré dans la maison, elle aurait crié de peur, aurait demandé à son ami de l'aide, d'appeler la police. Si un de ses amis était entré dans la maison,
Elle n'aurait pas raccroché, elle aurait tranquillement discuté avec lui en présence de son ami avec qui elle était au téléphone. Elle aurait poursuivi la conversation. Seule l'arrivée de sa mère ou de son beau-père aurait pu la pousser à raccrocher pour éviter un conflit, la peur de la punition. Et comme la mère avait un alibi solide, il était évident que c'était le beau-père qui était rentré. Une logique simple. Douglas s'avéra être la seule personne dans l'entourage proche de Johnny à ne pas avoir d'alibi confirmé. Mais cela ne faisait pas de lui un meurtrier. L'avocat le souligna. Les résultats de l'expertise de la fleur et de la marque de la ceinture sur le corps l'indiquaient également, mais indirectement. Selon l'accusation, c'était suffisant. L'avocat souligna immédiatement que toutes ces preuves étaient indirectes. La plante, la marque, l'absence d'alibi. Accuser un homme de meurtre en se basant sur cela est impossible. Il affirma que le véritable criminel préparait un nouveau coup pendant que les inspecteurs avaient passé plusieurs années à punir un innocent. Une erreur judiciaire. L'accusation révéla au tribunal qu'elle possédait un enregistrement d'une conversation suspecte entre la mère et le frère de la victime. Un atout. Au cours de leur dialogue, le fils demanda si Douglas aurait pu tuer Jenny. Une question directe. Ce à quoi Cathy ne répondit pas par un refus catégorique. Une pause. Puis elle déclara énigmatiquement « Tu sais bien comment était Jenny ». Il semblait qu'elle justifiait ainsi les actions de l'homme, admettant qu'il aurait pu attaquer sa fille dans un accès de colère. Les doutes d'une mère. Les audiences dans l'affaire Johnny Gamble commencèrent au milieu de l'été 1999. 4 ans s'étaient écoulés depuis le meurtre. L'avocat de Douglas présenta immédiatement une version alternative, affirmant que le parquet essayait simplement de piéger un suspect qui correspondait à la description. Un bouc émissaire commode, car il n'avait pas d'autres options. Selon l'avocat, Jenny s'était enfuie de la maison ou avait été attaquée à l'intérieur, mais avait aussi tenté de s'échapper. C'est pourquoi il ne restait aucune trace de lutte dans la maison. Le meurtrier est inconnu. L'avocat était convaincu que le meurtrier était un inconnu qui avait réussi à ne laisser aucune trace et à mener l'enquête dans une impasse. Un professionnel. Ou un chanceux. Le frère de la victime vendait de l'herbe. C'est un fait. Un toxicomane dangereux aurait pu entrer dans la maison et attaquer la jeune fille qui était seule, ou au moment où elle essayait de s'éclipser de la maison. Une coïncidence. Malheureusement, à part des théories, l'avocat n'avait rien à proposer aux jurés non plus, seulement des suppositions. Plusieurs témoins ont déposé en faveur de la défense, décrivant Douglas comme un homme respectable, des voisins, des collègues, des amis, à qui la violence était totalement étrangère. Il ne l'avait jamais vu agressif. Toute la famille affirmait qu'il avait une excellente relation avec Johnny, un père aimant. Comme les deux versions ressemblaient plus à des théories sans base de preuves solides, les délibérations du jury prirent beaucoup de temps. Ils délibérèrent pendant plusieurs jours. Quand ils revinrent dans la salle d'audience, leur visage était grave. Ils déclarèrent qu'ils considéraient Douglas Mother coupable de meurtre au second degré, pas au premier. Il fut ensuite condamné à la prison à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans. Le marteau du juge tomba. En 2004, l'homme tenta de faire appel. Nouveaux avocats, nouveaux arguments. Sa demande fut rejetée, tout comme les suivantes. Les portes se fermaient les unes après les autres. Douglas continua de clamer son innocence. Il demanda plusieurs fois la libération conditionnelle dès qu'il en eut le droit. 15 ans s'étaient écoulés. Cependant, les 4 fois, il reçut un refus. La raison était la même, précisément parce qu'il ne reconnaissait pas sa culpabilité dans le meurtre de sa belle-fille. Lors de sa dernière demande, la commission des libérations conditionnelles était assise en face de lui. Elle déclara fermement « Si l'homme ne reconnaît pas la responsabilité de ses actes, il peut continuer à rester en prison jusqu'à la fin de ses jours. Le choix lui appartient. » Malgré cela, Douglas, alors âgé de 62 ans, nia toute implication dans la mort de Johnny. Cheveux gris, visage fatigué, alors qu'il aurait pu avouer et être libre depuis longtemps. Mais l'homme adopta une position de principe, ne pas avouer ce qu'il n'avait pas commis, une ligne qu'il ne franchirait pas.
Il purgeait sa peine à la prison de Chowchilla, en Californie. Il est à noter qu'il n'a pas perdu le soutien de ses proches et de son épouse. Cathy continuait de croire. Bien que certains habitants de la ville le considérassent coupable, la majorité le croyait innocent. Conversations dans les magasins, dans les rues. Il craignait que le véritable assassin soit toujours en liberté, qu'il marche parmi eux. Et ils avaient peur d'un nouveau coup. Qui serait le prochain? Néanmoins, le projet Innocence refusa de s'occuper de son cas. Ils étudièrent les documents. Refus. En commentant le résultat du procès, l'avocat de Douglas qualifia cette affaire de plus grand échec de sa vie, et même pas seulement de sa carrière. Assis dans son bureau, regardant par la fenêtre, il donnait une interview pour une émission criminelle et qualifia ce cas de véritable tragédie pour la famille Mouser et aussi pour le système judiciaire américain dans son ensemble. Cependant, ces événements ne furent pas si douloureux pour tout le monde. Par exemple, l'un des procureurs ayant participé à la condamnation de Douglas Mouser obtint une grande promotion de carrière grâce à l'incarcération de l'homme. Une affaire médiatisée, une victoire. Cela provoqua une vague d'indignation dans la ville. Le procureur fut accusé d'avoir écrasé les autres pour gravir les échelons, d'avoir utilisé l'affaire. En 2004, il remporta une autre grande victoire au tribunal dans une affaire douteuse, encore des preuves indirectes. Et 2 ans plus tard, il occupa le poste de procureur de district. Sa carrière décolla. Ce ne fut qu'une des raisons de croire que Douglas Mouser avait été condamné par erreur. Beaucoup de ceux qui ont suivi l'affaire de Genève sont encore aujourd'hui convaincus de l'innocence de l'homme. Des forums sur Internet, des groupes sur les réseaux sociaux, les débats continuent. En 2015, le frère de l'héroïne de cette histoire décéda, une overdose. Les pages de sa nécrologie devinrent un autre champ de bataille où les personnes concernées débattaient. Douglas Mouser est-il coupable ou innocent du meurtre de Genève? Commentaires, accusations. Naturellement, cela n'a eu que peu d'influence. L'affaire est classée. L'une des personnes qui se révélèrent être les plus ardents partisans du condamné fut son épouse Cathy, la mère de la victime. La femme a toujours affirmé que Douglas était un homme très doux et calme. Elle le répétait à tout le monde. Et qu'il n'avait même jamais levé la main ni sur elle ni sur sa fille. Pas une seule fois en toutes ces années. Elle croyait si fort à son innocence dans la mort de la jeune fille qu'elle a même déménagé plus près de la prison. Elle a vendu sa maison, a loué un appartement. La femme a fait cela pour voir son mari plus souvent et lui apporter tout son soutien. Des visites chaque semaine, des appels téléphoniques, des lettres. Cathy espérait que son mari serait bientôt libéré. Elle espérait toujours. Elle croyait que son avocat réussirait à obtenir l'annulation du verdict, ou au moins un allègement, un jour. Le beau-père n'a jamais avoué le crime. Il continue d'être derrière les barreaux. C'est pourquoi les habitants de Modesto se demandaient « Et s'il était vraiment innocent? Et si une personne capable d'un tel meurtre vivait encore parmi eux, marchant dans les mêmes rues, faisant ses courses dans les mêmes magasins ?» La question reste ouverte.